Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Contournement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Brousse, qui est le responsable finance et opérations de Moza, un product studio. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Voilà, on va parler de ton rôle, de ce que vous faites chez Moza, pas mal de choses, je pense, qui vont être intéressantes, qui vont intéresser les auditeurs et les auditrices. Pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Philippe ? Oui, enchanté Alexis. Merci de me recevoir. Tout d'abord, ça fait super plaisir et ouais, j'espère qu'on va avoir une discussion super intéressante pour toute la communauté no code. Alors moi, j'ai un peu plus de 32 ans maintenant. J'ai fait mes études, si on rembobine pas mal la machine, en tant qu'ingénieur informatique à la base. Puis je suis passé plus d'un an en école de commerce et j'ai commencé à bosser dans un cabinet de conseil chez nos voisins les Belges pendant 3 ans, conseiller en stratégie, où j'étais donc beaucoup dans le secteur de la mobilité connectée. On aidait tous les acteurs du secteur à penser les impacts d'Internet dans les services pour les véhicules, l'assurance, et construire des business plans autour de tout ça. Et par la suite, sans transition, je suis allé m'installer à Lyon, où j'ai monté une agence de voyage en ligne spécialisée sur les sports nature avec 2 super potes pendant la période du Covid, ce qui a été à la fois des contraintes en plus, mais aussi des opportunités. On s'est bien marré. Le projet, on n'a pas pu l'emmener là où on voulait, ce qui fait que par la suite, on a décidé de repartir dans des nouvelles aventures. C'est là où j'ai fait la connaissance d'Adrien, le CEO de Moza et de Moza, qui m'a fait confiance pour les rejoindre en fait en tant que premier employé sur la partie opération et ensuite finance, comme tu disais. Super, voilà bah, écoute, c'est déjà pas mal, c'est assez bien concis et clair. Juste pour revenir très rapidement, tu as dit ingénieur en informatique, c'est pas si fréquent que j'ai des gens qui viennent de cette filière en fait sur le podcast, bizarrement, parce que tous les chemins mènent au no-code, dont l'informatique, mais pas toujours. Du coup, tu faisais du code et tout, enfin un peu pour comprendre aussi ton background. Ouais. En gros, j'ai fait pas mal de développement, pas mal de web pendant mes études. Après, en fait, un ou deux stages où, au final, dans une entreprise, si t'as les compétences techniques, t'es souvent catégorisé là-dessus. En fait, j'ai eu le sentiment d'être très enfermé dans du développement, et dans du débugage et dans des problématiques qui, en fait, au quotidien, me satisfaisaient pas tant que ça. C'est pour ça que là, je me suis dit, OK, il faut que j'ajoute un peu, si tu veux, que j'aille creuser la partie business pour pouvoir aussi étendre les opportunités qu'elle allait s'offrir à moi. Et en fait, c'est quelques années après où je me suis rendu compte qu'en fait, cette compétence un peu technique, elle me manque quand je suis trop éloigné. Finalement, là, je me plais énormément dans toutes ces problématiques opérations, parce qu'elles sont à la fois très transverses et on est au quotidien, tu vois, au contact des équipes business, mais j'arrive à utiliser la technologie de manière rapide, efficace pour mettre en place des automatisations ou améliorer la manière dont les choses se font, sans pour autant être dans les méandres du code au quotidien. On va revenir justement un petit peu après sur ton métier, ça sera intéressant. Mais donc, t'avais pas envie de bosser là-dedans, t'es plutôt parti du coup. Est-ce que tu savais, juste par curiosité, parce que je trouve ça toujours intéressant les études, tu vois, en fait, il y a plein de chemins qui mènent à plein de choses. Quand t'as fait l'école de commerce, tu savais qu'après tu voulais être consultant? Ou c'est parce que globalement, après école de commerce, j'ai l'impression que c'est plus ou Non, moins. je savais que je voulais en savoir plus sur voilà comment fonctionnait vraiment l'entreprise, les différents métiers, ce qui pouvait m'intéresser. Alors j'y avais vaguement pensé, tu vois, mais c'est plutôt on va dire dans le conseil suite en école de commerce, c'est un peu le passage où on te dit bah voilà, tu prends pas trop de risques, tu pourras te réorienter derrière. Si t'es pas convaincu de ce que tu veux faire, bon voilà, globalement tu vas apprendre vite, tu vas continuer à découvrir, et c'était un peu ça moi dans ma tête, c'était de continuer un peu ma formation en voyant plein de choses
pour ensuite progressivement rétrécir vers ce qui me plaisait le plus, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que contrairement à l'informatique un peu en général, où c'est vrai que quand tu commences à bosser là-dedans, tu te retrouves un peu enfermé. Alors tu peux après un peu pivoter vers la gestion de projets techniques, fonctionnels, et cetera, des choses, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu des rails. C'est marrant parce que moi aussi j'ai fait des études techniques et je pense qu'on réalise pas toujours quand on est dans les études et qu'on aime bien les ordis et le code et tout, ce qu'est le métier derrière, quoi. Et franchement, enfin moi ça m'a pas vraiment plu en réalité, quoi. Enfin après j'ai fait des choses différentes, mais quand même passer ces journées devant un ordi à coder, faut être vachement passionné, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis en plus, il y a des choix, les choix techniques, le temps que tu passes à apprendre un langage ou un autre, qui sont après Mhm. aussi autant. Bah ça, ouais, ça t'enferme un peu quelque part. Bon, après j'ai remis les mains dedans. J'ai remis les mains dedans quand j'ai monté ma boîte. On a tout développé avec mon pote from scratch. Et en fait j'étais très content. Mais c'est juste que moi je sais que je ne peux pas faire ça Mhm. tout le temps, sinon j'arrive pas à en sortir, ça m'obsède Ouais. j'ai quand même un peu un esprit ingénieur à la base et c'est difficile d'en sortir quand on est dans le code. Et juste un petit mot sur justement cette boîte que vous avez essayé de lancer, ce projet, enfin que vous avez lancé du coup, parce que je trouve ça toujours intéressant aussi. Donc là, par contre, vous avez codé. Est-ce que vous utilisez peut-être déjà des outils no code? Ouais, alors oui, parce que en fait, on avait un site e-commerce. Nous, on voulait vendre en ligne, donc on a fait tout from scratch. Enfin, toute la surcouche sur un WordPress. En fait, à la base, on est parti sur Ok. un WordPress qu'on a essayé d'industrialiser au maximum, sans trop connaître ce qu'était WordPress euh, à l'époque. Donc, ce CMS qui permet de faire à la base du blog, mais en fait, il y a des milliards et des milliards de plugins Hmm. qu'on peut ajouter pour faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Et, euh, et si on y passe un peu de temps, aussi possibilité de faire quelque chose de très clean d'un point de vue front-end sur le design, sur les interfaces. Mais donc ouais, on avait en gros pris des plugins qu'à chaque fois on adaptait pour arriver à la vision de ce qu'on voulait. Donc ça, finalement, ça faisait pas mal de code. On essayait d'en faire le moins possible, mais Hmm. c'est pas toujours facile. Ouais, ah ok, super intéressant. Et donc, si je dis pas de bêtises, après ça, ton premier job, enfin ton job suivant avant Moza, ou si c'était un job de sales ops ou non, Ouais, en fait, c'est plutôt une mission que j'ai faite pour d'accord. un très bon pote à moi à l'époque, à mon retour. Euh, Alors la timeline, oui, c'était juste avant Moza, du coup, où je suis allé aider en fait un ami sur à la fois un enjeu de business planning où il avait besoin de refaire un peu ses fichiers Excel de suivi Mhm. de la finance au quotidien, donc il faisait un peu écho à une partie de mes anciennes expériences Mhm. et il y avait de la structuration sur son Salesforce, logiciel que je connaissais pas trop, où du coup je suis allé mettre les mains dedans pour voir comment ça fonctionnait et comment mieux adapter en fait les flows à son équipe commerciale pour Comment tu voilà pour que décrirais le processus colle au mieux à leur manière de vendre. comment tu décrirais ce métier de sales ops? Je te demande parce que donc nous, on fait des formations un peu ce qu'on appelle les no-code ops, tu vois, un peu de manière transverse, mais finalement, ce qui est intéressant maintenant, c'est vraiment les applications, quoi. Et donc, des outils comme Make, comme Airtable, et cetera, par exemple, sont utilisés par des gens qui font donc des sales ops. On en a dans la communauté, hein, je pense à Michael, par exemple, qui se reconnaîtra. Mais est-ce que tu veux justement décrire un petit peu ça? Ce serait intéressant. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que suivant la maturité de l'entreprise et la taille en fait des équipes commerciales, ça peut vraiment varier. Après, Hmm. moi, j'ai une vision qui est plutôt parce que j'ai toujours été dans des entreprises assez jeunes, assez petites, d'une dizaine, vingtaine de personnes. Mais en gros, pour moi, les sales ops, ça va être vraiment comment essayer d'améliorer au maximum toute la machine commerciale. Donc ça peut aller de mettre en place un CRM, définir et administrer toutes les règles du CRM, mettre en place des automatisations pour faire sortir cette donnée du CRM à d'autres outils ou la transmettre aux équipes. La partie reporting aussi, qui est très Hmm. importante pour mesurer la performance de toutes les étapes du cycle de vente et identifier après, l'analyse, elle est peut-être faite par plutôt la partie manager, mais voilà, pour moi, les sales ops, ils vont intervenir à la fois sur la partie vraiment processus, c'est de comprendre comment on vend, comment améliorer les différentes étapes, les rendre les plus efficaces possibles. Il peut y avoir aussi une partie vraiment data, outils, où l'idée, c'est de donner aux commerciaux voilà, le maximum d'informations pour qu'ils puissent être performants dans leurs étapes au quotidien.
Et après, dans la partie Sales Ops, il peut y avoir aussi tout ce qui va être peut-être automatisation de la prospection et de ce genre d'actions qui aujourd'hui peuvent être faites de manière assez à l'échelle sans coder, quoi. Ouais, les possibilités sont assez larges, effectivement, comme tu dis, ouais, ça dépend du contexte aussi. Et alors justement, venons-en un petit peu à Moza. Écoute, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que vous faites, le concept, peut-être un petit peu l'historique d'ailleurs, si tu sais, tu dis en plus tu es le premier employé, donc Ouais, donc effectivement, ce que je disais, Moza, c'est une boîte jeune, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas me faire taper sur les doigts derrière, qui a été lancée plus ou moins en 2017. À la base, c'était un collectif de freelance donc qui se sont regroupés, des freelances qui bossaient en gros, ce qui était encore une discipline un peu naissante, tout ce qui est l'acquisition, notamment sur les apps mobiles et en design d'applications. Et ils se sont regroupés pour prendre en charge des projets un peu plus ambitieux. Et au final, ça a bien marché, principalement grâce à la qualité des talents en fait du collectif. Et petit à petit, ça s'est structuré en une communauté, un collectif de freelance, puis aujourd'hui un product studio. Donc un product studio, c'est quoi? Moza, on accompagne aujourd'hui toujours beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises très très early, des startups, des scale-up, mais aussi depuis quelques mois maintenant des grands groupes du CAC 40 sur leurs problématiques produits. Donc dans le milieu, on va dire vraiment de la tech, ce qu'on appelle le produit, c'est le produit digital. Donc ça va être l'application mobile, le site vitrine s'il a vraiment un rôle business, le site e-commerce, la plateforme, l'application web. Et donc il y a vraiment des enjeux vis-à-vis de l'expérience utilisateur autour de ça. Et donc notre métier, si tu veux, c'est d'aller aider nos clients à améliorer la conversion, l'utilisation, la rétention, l'engagement de leurs utilisateurs via toutes les interfaces digitales qu'ils ont avec leurs clients. super, merci, ouais. Est-ce que tu sais un peu comment ça s'est passé le passage du côté collectif à plus une entreprise et pourquoi, tu vois, enfin. En fait, ça s'est fait de manière assez organique. Ouais, ok. Donc, on n'est pas une startup qui a levé des fonds et qui a eu beaucoup investi d'un coup. C'était vraiment en fait euh, peut-être quelque chose de plus traditionnel où c'est une fois que il y avait trop d'admin, trop besoin de gérer l'organisation des missions, le nombre de coordonner les freelances. Où il y a Adrien qui s'est progressivement retiré des opérations et de la production pour piloter un peu la boîte. Et puis par la suite, il a fait la rencontre de David qui est venu l'épauler sur la partie commerciale pour vendre les prestations à nos clients. Et ensuite, moi, je suis arrivé dans un premier temps. C'était pour justement, là aussi, pareil, trop de demandes, plus possibilité de bien gérer. Donc, il y a eu mon embauche qui servait à faire le lien entre un projet vendu et la communauté de freelance que Moza a créé derrière, en staffant le projet, trouver les meilleurs talents, organiser et piloter, on va dire de loin, que la mission se passe comme il faut. Et voilà, on a par la suite continué à se structurer. Tu passes d'un commercial à deux, trois, et la communauté grandit et la marque aussi. Et donc ça suit son chemin. Et donc aujourd'hui, tu me disais, vous êtes une dizaine de salariés, c'est ça? Mais donc qui ensuite travaillent avec un pool de freelance, enfin une communauté. C'est ça. Donc, j'ai expliqué un peu ce qu'on vendait, mais une des particularités de notre business model, c'est vraiment que en fait, on est basé sur un modèle de communauté où on partit d'un constat il y a quelques années, si tu veux, que une grosse partie des très bons talents de la tech, après avoir exercé pas mal de temps en entreprise, en scale-up, en start-up, passaient souvent en indépendant, en freelance. Et donc un moyen pour aussi avoir accès à ces talents, c'était d'essayer de créer une communauté où ils pouvaient à la fois casser la solitude du freelance, bosser en équipe, mais garder une certaine indépendance, pouvoir choisir leurs projets. Et donc Moza, c'était aussi ça, la vision, c'est de pouvoir apporter un cadre de travail qui était assez
assez innovant pour tous ces indépendants des métiers du produit. Et j'ai perdu ta question. Non, franchement, je sais même plus. Non, mais c'est oui, là aussi, un peu justement la structuration entre ce pool voilà, la boîte qui pilote le tout, donc Moza, et puis le pool de freelance. Et Oui, c'est ça. la Tu question, c'est parlais de combien. la taille de la communauté, Ouais, voilà, effectivement. c'est ça, ouais. C'est bon, je suis revenu. Et donc, du coup, on a un peu plusieurs niveaux, si tu veux, dans la communauté, où on a construit une sorte d'onboarding où tu passes des stades et en fonction du niveau d'investissement que tu veux et du niveau on va dire, d'interaction avec les autres membres et Moza, on a deux strates. On a les membres qui sont vraiment, on va dire, une quinzaine de profils aujourd'hui qui pourraient être assimilés à des salariés, sauf ils sont en finance. On a beaucoup d'événements avec eux qui sont en physique, en digital, et, euh, et une vraie dynamique d'équipe. Il y a les partenaires qui sont une sphère un peu plus éloignée où on va vraiment bosser aux besoins, leur proposer des missions parce qu'on a confiance en eux, ils ont confiance en nous et ils ont peut-être une activité à côté, mais on peut compter sur eux et en permanence. Là, on a une vingtaine, trentaine de profils suivant les périodes et après on est toujours à la recherche de nouveaux talents qu'on va tester sur des missions avec les autres membres des équipes. Et il y a beaucoup de systèmes voilà, c'est les pairs qui s'évaluent un peu et qui nous aident à construire la communauté. Ce qui est un schéma qui a vraiment bien fonctionné ces dernières années et qui fait quelque chose d'assez unique. Même si là les collectifs ça s'est bien développé depuis Ouais, mais tout ce dernier mois. justement, c'est vrai que c'est marrant parce que justement, c'était un petit peu pour ça que je posais la question, parce qu'on voit là, tu vois, un petit peu dans la communauté no-code, justement, des petits collectifs qui se lancent. Il y a eu des beaux exemples, même en dehors du no-code, là, comme Bulldozer, de Jordan, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu à la mode, j'ai envie de dire, collective. Il y a la plateforme collective.work. Ouais. Mais tu vois, je trouve que moi, je sais pas toujours trop quoi penser, parce que moi, j'aime bien aussi le modèle un peu plus agence, on va dire, qui finalement, sur un collectif, au bout d'un moment, quand tu fais travailler tout le temps les mêmes personnes, en fait, finalement, tu arrives un peu à une agence. C'est juste si tout le monde est freelance, ça change rien. Et tu vois, ça, je trouve intéressant dans votre modèle, c'est un peu l'évolution. C'est-à-dire que vous, ça fait un moment que vous avez commencé ça. D'ailleurs, vous vous présentez pas vraiment comme un collectif, non, vous vous présentez comme un product studio, mais Ouais, plus maintenant en fait. ouais, Il y a eu une phase où c'était vraiment l'ADN. Et en fait, c'est aussi, si tu veux, je pense que euh, la société grandit et de plus en plus, on a eu aussi des talents en CDI, donc qui sont là mmh, plutôt sur les fonctions support, donc la ouais, partie commerciale, la partie admin, opération, finance, et donc ça crée aussi une nouvelle dynamique interne à l'intérieur de la société qui fait qu'au bout d'un moment, euh, sur un système complètement décentralisé, ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure que mmh, la communauté grossit. Tu vois, un collectif de 4-5 personnes, tout le monde va être très impliqué dans toutes les décisions. Quand tu es une cinquantaine, tu peux plus ouais, être bien sûr. efficace et avoir ce même niveau de décentralisation. Donc, il y a un peu des organes de décision qui vont se créer euh, à différents niveaux. Ouais, pour Ouais, nous, ça a été un peu l'évolution logique. Et il y a aussi, on en parle moins, mais il y a aussi quand même, je pense, une question de perception de l'extérieur dans dans le milieu de la tech, ça pose pas de problème d'être en freelance du tout. Pour une boîte du CAC 40 aujourd'hui, c'est mmh, pas le même risque mmh, perçu de travailler avec un collectif de freelance ou une agence qui va être peut-être plus rassurante. Enfin, c'est des bien mots sûr, ouais. qui vont mieux connaître, mieux maîtriser. Ouais. Et donc, il y a tout ça qui va intervenir dans le positionnement. Ouais, non, tu fais bien de le préciser, hein, parce que ça, c'est des choses qui sont importantes et que les gens peut-être sous-estiment un petit peu dans un petit peu l'élan, l'enthousiasme de faire un collectif. Et on se dit, oh, c'est souple, c'est bien, mais des fois, un peu de structure, justement, amène cette confiance par rapport aux clients. Et je trouve que c'est assez bien. Et vous êtes arrivé sur ce modèle, en quelque sorte un peu hybride, parce que vous n'êtes pas vraiment une agence. Enfin, on pourrait le dire, après, c'est question de mots, on s'en fout un peu, mais moi, ce que je comprends, et c'est intéressant, justement, c'est pour ça aussi qu'on se parle, c'est que vous avez donc cette société qui doit organiser le tout. Donc forcément,
on l'imagine, beaucoup d'opérations, quoi, beaucoup d'ops, beaucoup de logistique interne. J'imagine qu'il y a des flux financiers, il y a de l'organisation, le travail des commerciaux. Donc voilà, un peu des choses dans tous les sens. Peut-être même d'ailleurs côté communauté aussi, d'organiser cette communauté. Peut-être ça passe aussi par des choses, de l'outillage, un peu des automatisations, des choses comme ça. Serait-ce que tu évoquais de l'évaluation. Enfin, donc peut-être justement, on va pouvoir rentrer un petit peu dans tout ça. Comment toi tu situes justement ton rôle? Moi j'ai l'impression que, enfin, donc du coup ton rôle il est peut-être normal parce que t'es le premier salarié, mais ton rôle il est complètement vital par rapport à ce qu'on a évoqué dans la structuration vraiment de cette société qui pilote tous ces projets, quoi. Ouais, donc en une phrase, enfin, allez, en 2-3 phrases, comment mon Mmh. rôle a évolué. Donc je suis arrivé, ce que je te disais, au début, vraiment pour faire le lien entre un projet et la communauté et suivre, allez, une dizaine, vingtaine de projets, s'assurer que ça se passe bien, que les membres de la communauté ont toutes les infos dont ils ont besoin pour effectuer la mission, intervenir en cas de conflit, quand il y en a en Mmh. interne avec le client, parce que c'est toujours une possibilité. Voilà, et essayer de s'assurer euh, que les missions se déroulent au mieux. Mon rôle a évolué par la suite plutôt sur une partie vraiment opération et finance. Donc c'était les deux casquettes que j'ai eues, et maintenant j'en ai une troisième qui va être un peu sur la partie euh, plutôt prospection, outbound Mmh. et automatisation qu'on peut faire dans cette partie-là. Et donc sur la partie opération, il y a effectivement on va dire deux pôles. Il y a un pôle qu'on pourrait appeler Sales Ops, tu en parlais tout à l'heure, où Mmh. c'est aujourd'hui on a 3-4 commerciaux. Et donc l'idée c'est voilà, de les aider à être le plus performant possible, à euh, mesurer la performance là où on doit le faire, les épauler sur le processus de vente, sur l'utilisation du CRM d'une part, euh, voilà, le reporting d'autre part, et j'oublie sûrement des aspects. Et côté communauté, on a aussi des vrais enjeux de mettre à disposition de nos clients et des membres de la communauté qui vont collaborer sur des missions, des espaces de travail pour collaborer, partager des informations. Euh, donc ça passe par, on pourra aller un peu plus en détail, mais on a fait le choix Mmh. d'utiliser Slack comme beaucoup de sociétés aujourd'hui. On a Notion aussi, des gros utilisateurs de Notion. Mmh. Et, Ça va nous intéresser. et il y a Ah, toute une partie voilà, CRM côté communauté aussi qu'il faut mettre en place, OK. où là tout a été fait sur Notion. C'est complètement séparé de la partie commerciale pour nous, parce qu'on a aussi des grosses problématiques, comme tu l'imagines sûrement, de confidentialité, gestion des droits, vu qu'on a Mmh. on a plein d'acteurs qui sont amenés à collaborer avec nous, que ce soit nos clients, que ce soit nos freelances. Et il faut qu'on soit assez vigilant sur qui a accès à quoi, voit quoi, comme toute boîte de service au final. Ouais. Et ça va être très intéressant parce que Notion a aussi quand même ses limites par rapport à ça. Donc ça, je suis curieux de savoir un petit peu comment vous avez implémenté vos espaces de travail et tout. Mais peut-être avant, j'aurais dû peut-être demander ça un peu plus tôt, mais juste pour bien comprendre comment se passe un projet chez Moza. Est-ce qu'il y a des chefs de projet? Est-ce que le freelance est mis directement au contact du client? Tu parlais de mission. Tu vois, est-ce que pour savoir un petit peu si voilà, quelqu'un vous achète une prestation, je sais pas, du X, enfin, comment ça se passe, quoi? Bah, on va dire que c'est très variable, parce Ouais. on est voilà, une boîte de service. On essaie de s'adapter au maximum au contexte de nos Mmh. clients. Et je vais te prendre un exemple pour illustrer au mieux, Ouais, carrément. qu'on a été amené à répéter beaucoup. C'est un entrepreneur qui vient toquer à la porte, et en fait qui a dans son équipe, c'est un type de founder, un profil par exemple très business, un autre profil très tech, pas nécessairement d'énormes compétences en produit. Donc ils font appel à Moza pour sortir la V1 de leur application mobile. Et donc nous, là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on met à disposition en fait une équipe on les appelle les Mozzaiolo, une équipe de freelance Ouais. qui sont pluridisciplinaires, qui vont pouvoir intervenir sur les différentes étapes du projet qu'on aura structuré en amont. Donc nous, typiquement, sur un projet comme ça, on va commencer souvent par faire de la recherche utilisateur. Donc parler aux futurs utilisateurs de l'application ou aux utilisateurs actuels s'ils ont déjà une bêta, pour bien comprendre les besoins. Derrière, il va y avoir une phase
qui va être plus de la stratégie produit, où donc on est là, dont l'objectif, ça va être de définir les bonnes fonctionnalités, s'assurer, définir aussi la vision, la roadmap à, je sais pas moi, 6 mois, 12 mois, 1 an sur les fonctionnalités qui vont sortir, prioriser aussi. Il y a un gros effort de priorisation à faire avec le client. Et derrière, on va faire intervenir souvent les designers pour pour vraiment faire le design de tous les écrans, l'écran de cette première version de l'application. Là, on utilise beaucoup Figma et l'objectif est de livrer en fait des maquettes que leurs développeurs pourront coder, Implémenté. coder pour sortir la MVP. Ça, c'est vraiment un projet typique. Et là-dessus, en fait, nous, on travaille beaucoup au sein de la communauté avec des profils assez seniors. Et il y a eu un peu un parti pris qui a été fait dès le début, c'était de dire, en fait, on va pas les gérer comme on gérerait des juniors dans une agence. Et donc, Ouais. l'idée, c'est qu'on est toujours en soutien des discussions potentielles avec le client. On est on va faire des points de contact réguliers avec le client en tant que Moza pour s'assurer que ça se passe bien. Après, l'organisation du projet en tant que tel, c'est quelque chose qu'on a toujours géré. On a laissé les freelances en fait décider la meilleure manière de s'organiser en apportant notre point de vue sur les bonnes pratiques, la bonne manière de s'organiser, les étapes de communication à essayer de pas trop louper pour essayer de dérisquer au maximum un projet. Ensuite, nous, ce qui compte, c'est plutôt le livrable. En fait, c'est est-ce qu'on il y avait 3 objectifs, c'était je sais pas, sortir au moins, sortir tous les écrans de l'application, refaire la brain, ça, est-ce que ça a été fait, est-ce que le client est satisfait. Voilà, après la méthode, on essayait de micro-manager le moins possible les freelances, parce que c'est aussi de là que vient la créativité, le talent, et c'est intéressant pour eux de confronter leur méthodologie et de pas suivre un playbook qui serait 100% dicté par Moza. Et tu nous donnais un petit peu les chiffres justement, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas 500 non plus, quoi. Donc j'imagine qu'ils ont un petit peu l'habitude de travailler entre eux, peut-être Bah certaines oui. affinités que vous prenez en compte, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a aussi fait le choix de pas automatiser une certaine partie. En fait, Moza dans les recettes du succès, il y a les talents derrière, il y a aussi l'humain en fait, même dans nos process. Et ça a beaucoup joué parce que en fait on pourrait créer une plateforme comme Malte, avoir l'ambition de créer une plateforme comme Malte, mais ça a jamais été la vision. La vision, ça a toujours été de dire, en fait non, le choix des profils qu'on va mettre sur une mission, c'est une décision humaine, parce qu'on sait que là, ça va bien fitter avec l'esprit du client, ça va avoir une bonne collaboration. Voilà, comme tu disais, c'est 2 personnes qui bossent souvent ensemble, s'entendent super bien, ça va faire un résultat canon, et on a beaucoup misé là-dessus, et ça a souvent été je pense le bon choix pour que ça se passe du mieux possible. Ouais, ça permet de développer la marque. Enfin, quelque part, c'est là où vous vous rapprochez un petit peu d'une agence, je trouve. Enfin, c'est sur le truc, ok, vous avez une certaine notoriété dans le monde du product management, du design, etc. Et donc, on sait pourquoi on vient vous chercher. Peut-être que, les gens viennent spécifiquement, quoi. Et c'est pas juste, ils viennent pas être mis en relation avec un freelance. C'est ça qui est important. Effectivement, bon, c'est un autre modèle. C'est bien aussi les Malte, les Comet, etc. Mais il y a moins de cœur, quoi, en quelque sorte, quoi. Ouais, c'est sûr je pense qu'il y a besoin des deux aujourd'hui. Ça répond pas nécessairement aux mêmes besoins. Voilà, là, dans l'exemple que je citais, tu vois, c'était monter une équipe de freelance from scratch. Ça peut paraître rapide, mais en fait, il y a vraiment plein de problématiques derrière qui peuvent être assez ingrates sur la gestion des disponibilités. Souvent, ils ont des projets en parallèle. Donc, en fait, il faut s'assurer de pas mal de choses. Et donc, un client qui a peut-être assez naïf, qu'il n'a jamais fait, pourrait se dire, en fait, c'est pas compliqué, je vais sur Malte, je prends un designer, un PM, et ça va tourner, mais eux, ils se connaissent pas, il faut les onboarder, et en fait, il y a tout un travail de l'ombre qui est un peu fait pour que, ça soit le plus fluide possible, et ça se passe du mieux possible. Et ça a été un peu ce que j'ai, pas tout seul, mais avec l'équipe interne, essayer de structurer du mieux possible, en fait, pour que les talents puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux et que nous, on se concentre sur le reste. Et justement, rentrons un peu dans le sujet des ops. Moi, la question de la gestion des disponibilités, c'est un truc qui m'intéresse un peu, enfin, dans le sens où j'ai l'impression que ça doit être vraiment compliqué, tu vois, parce que moi, ça me paraît évident que ça, c'est un petit peu, je trouve, l'inconvénient du côté un petit peu collectif ou du modèle, de votre modèle, c'est-à-dire que, ok, t'as 15 mecs qui sont super bons, enfin, mecs et nanas, et des gens qui sont super bons.
mais ils sont pas salariés, donc ils ont aussi un peu leur vie à côté potentiellement. Et donc, comment tu fais pour être sûr que quand tu as un projet qui arrive, tu vas avoir les bonnes personnes au bon moment et tout. Et il y a un volet un peu humain, et puis un côté aussi un peu technique, j'imagine. Enfin, Mais c'est marrant que tu parles de ça. C'est vraiment, ça a été un des sujets récurrents depuis que ouais, je veux depuis que je suis encore. arrivé chez Mozza, parce que c'est vraiment enfin pour moi voilà, c'est caricatural du sujet où on se dit qu'il doit y avoir une solution parfaite. Mhm. Puis dans les faits, je pense que là, l'outil ne pourra jamais être à 100%, même s'il est bien automatisé, bien configuré, répondre à 100% aux besoins, parce que comme tu le dis, nous par définition, donc on a fait le choix de laisser une certaine liberté à nos freelances. Donc on a mis, pour tacler cette question de disponibilité du mieux possible, parce que c'est ça l'objectif, c'est de passer le moins de temps possible à aller demander des disponibilités, essayer d'être le plus efficace. En fait, c'est un mix à la fois de process et d'outils. Donc côté process, tu vois, typiquement, tout à l'heure je parlais de deux sphères parmi dans la communauté. La sphère des membres avec qui on travaille le plus, il y a un engagement mutuel avec nous de disponibilité et d'apport de mission qu'on essaye de respecter sur une cadence souvent du trimestre, où on se dit voilà, dans les faits, nous on aurait besoin que tu sois disponible, je sais pas, 4, 5, 6 jours par mois en moyenne, Mhm. et nous on s'engage à t'apporter, à te prioriser sur certaines missions aussi. Donc ça permet déjà de dérisquer un peu la situation où tu as un besoin et t'as personne pour y répondre. Euh, et euh, D'autre part, par exemple sur la partie outils, le challenge, c'était comment est-ce qu'on peut aller leur demander leur Mhm. disponibilité le plus souvent possible, à la fois sans être voilà, Oui, que ce soit pénible pour les gens, voilà, sans que ça soit trop trop pénible. sollicité. Merci. Mhm. Sans trop les solliciter, sans que ça soit trop pénible, en essayant d'avoir quelque chose qui est quand même utilisable pour nous. Et donc, on a fait par itération. Au début, il y avait un espace dans Notion qui pouvait aller remplir volontairement, qui était très bien rempli par certains, jamais rempli par d'autres, Mhm. comme Bah, tu ouais, j'imagine. l'imagines. Et donc, mais bon, ça aide déjà un peu. Tu vois, tu te dis, voilà, ceux qui l'ont rempli, c'est qu'ils sont vraiment disponibles là sur le moment. Je peux aller leur parler, j'aurai une réponse rapidement. Quand toi, tu cherches un profil, tu peux déjà te baser là-dessus. Et ensuite, là, récemment, en fait, on a refait sur Notion un espace, un lien unique sur lequel ils peuvent aller remplir leur disponibilité. Et en fait, avec une petite automatisation sur Mac, on leur envoie un message Slack toutes les semaines à certains, email toutes les 2 semaines à d'autres, avec l'info qu'on a en base, et savoir est-ce qu'ils veulent la modifier, en essayant de simplifier le maximum les choses, en fournissant voilà un lien d'accès direct. Donc c'est des problématiques qui sont presque produits qu'on a en Mhm. interne de Mozilla, c'est Ouais, ce genre de c'est ça. problématique où l'idée c'est d'essayer d'avoir le meilleur taux d'engagement, de réponse, de complétion sur ça, pour que nous, derrière, on puisse solliciter les profils au bon moment. Mais là où c'est simplifié, c'est quand même qu'il y a un enjeu des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un enjeu, nous, d'avoir l'information à jour, mais côté membre de la communauté, on sait que ceux qui sont vraiment en demande de mission, à un certain moment, voilà, si on Mhm. leur met à disposition ces outils, ils vont aller les remplir. Et donc, nous, ça nous permet aussi de gagner du temps, et on n'a jamais une vue parfaite. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, même si par exemple on a une info d'une personne qui est pas disponible, si on sait que c'est la bonne personne pour le projet, si l'info est un peu datée, on va quand même aller Mhm. toquer à la porte, avoir une discussion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la réalité, entre le planning qu'on imagine, le planning qui se passe vraiment, quoi que ce soit côté client, que ce soit les freelances avec leur propre mission, il y a des choses qui peuvent évoluer. Et donc rien ne remplace une bonne conversation, quoi. Ouais, mais c'est ça, l'outil interne que vous mettez en place, il simplifie un peu la vie de cette personne-là qui, bon, de toute C'est ça. façon, devra quand même aller compléter, mais le but, c'est que ça soit le moins possible, quoi. Moins d'intervention humaine possible. C'est un peu l'idée chez Moza. Donc on n'a pas de produit en interne, on n'a pas de produit tech, on n'a que des outils no code qu'on essaye de faire parler de Mmh. manière intelligente, avec pour objectif de passer le moins de temps sur des tâches qui ont une valeur ajoutée, qui sont assez faibles, en fait. C'est vraiment ça, Ouais. et garder l'humain vraiment pour voilà, avoir des conversations qui sont intéressantes avec les membres de notre communauté, Mmh. parler de comment s'est passé un projet, des nouvelles méthodologies, je sais pas, mais pas juste leur poser une question des Mmh. dispos toutes les semaines, et prendre du temps de tout le monde pour ça.
Mais tu vois, c'est marrant que tu dises que vous avez pas de produit parce que nous, en fait, aujourd'hui, on considère que ce que l'on crée avec Notion ou Airtable, et cetera, est un produit en quelque sorte. Tu vois, parce qu'en plus, tu l'as dit toi-même, hein, tu vois, c'est-à-dire que tu dois réfléchir un peu comme APM à ce que tu vas mettre en place pour qu'il y ait le moins de freins possible, qu'il y ait de l'adoption. Alors peut-être que vous faites pas tout, la user research, etc., mais en quelque sorte, tu vois, ton espace de travail Notion finalement devient un outil interne, un produit en quelque sorte, quoi. Ouais, 100% aligné avec toi. Donc, je corrige ce que j'ai dit. C'était, on n'a pas de produit, on va dire, Ouais, développé à part des devs, des PM et designé par des designers en interne. C'est que du no-code. Et je pense que c'est vraiment sur on a un use case très bon euh, voilà, d'utilisation du no-code où ça ferait vraiment aucun sens business aujourd'hui, à ouais, part de développer. pour se faire plaisir de développer, Hmm. d'investir autant dans un produit custom pour gérer nos opérations qui sont assez standards, même si on a des spécificités qui sont dues à notre modèle, quoi. Ouais. Oui, à la limite, une fois que vous avez vraiment craqué le truc et que vous avez trouvé la bonne manière de faire, pourquoi pas le développer. Mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage des outils no-code, c'est d'itérer, quoi. J'imagine que cet espace Notion, il a évolué. On va en parler un peu plus, mais même là, juste sur la question de la gestion des dispos, je crois même que tu l'as dit d'ailleurs. Enfin, voilà, du Ouais. coup, Ouais, il y a eu 3-4 versions depuis que je suis là et ouais. surtout beaucoup de réflexion à est-ce que ça vaut le coup en fait de changer les choses. Mais c'est un peu la beauté de ces outils-là, c'est que ça reste une fois qu'on a pris la décision et qu'on connaît leurs possibilités assez rapide de mettre en place des solutions, de les tester et de même revenir en arrière s'il faut, quoi. Ouais, ouais, carrément, et à moindre coût, sans solliciter de développeurs et tout. Non, bah écoute, c'est hyper intéressant. Euh, Justement, un peu, si on parle un petit peu on continue, avant de parler du Notion, peut-être par curiosité un petit peu comment vous utilisez Slack, parce que c'est vrai que Slack et Notion peuvent, des fois, je pense, être un petit peu en concurrence sur cette idée d'être le centre un petit peu de là où se passent les choses. Et moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont des usages de Slack incroyables, avec des automatisations, qui mettent des boutons, des choses comme ça, en fait, où Slack devient une interface conversationnelle, mais des fois avec des éléments des boutons, des choses comme ça. Est-ce que vous faites un peu ce genre de choses? Enfin, comment est-ce que vous utilisez Slack? Ouais, chez nous, Slack, c'est vraiment central. Je pense que c'est l'outil qui, si on le perdait demain, aurait le plus d'impact, tu vois, sur la manière dont on travaille chez Moza. Donc, on utilise Slack à la fois pour collaborer avec nos clients, c'est-à-dire que dans 15% des cas, on essaye de créer une chaîne avec eux où on met les freelances, les internes côté Moza et le client, parce que c'est comme ça que tout le monde est habitué. Enfin, Hmm. qu'on est habitué et qu'on collabore le mieux avec nos clients, qu'on a le plus de facilité à avoir de la visibilité sur ce qui est produit. Donc, c'est vraiment là en espace de conversation. Nous, pareil, de manière assez classique, en interne, chez Moda, on a plein d'espaces avec les freelances pour la team resserrée. Euh, et, euh, et en termes plutôt d'opération, Slack, la vision, c'est de l'utiliser comme vraiment le centre des notifications. Hmm. C'est-à-dire que on a quand même pas mal d'outils. On essaye d'être light, mais on en a pas mal qu'on utilise au quotidien. Et c'est que s'il y a des informations importantes dans ces outils, des notifications, qu'elles soient redescendues dans Slack pour qu'on puisse avoir rapidement, en fait, une vue des principaux événements qui vont rythmer une semaine directement dans Slack. Euh, En fait, alors, centraliser, quoi, les ouais, notifs au lieu centraliser, d'avoir centraliser toutes les des notifs. emails ou d'aller dans chaque outil, voir sa notif Notion dans un coin, la notif du CRM dans l'autre, etc. Voilà, c'est ça. Donc typiquement, je vais te donner un ou deux exemples pour illustrer ce que Hmm. je veux dire. Tu vois, un de nos commerciaux, pardon, signe un deal sur Pipedrive, notre CRM. Dès que le deal est signé, voilà, on a une notification dans un channel avec les bonnes personnes qui doivent prendre le relais, des liens vers l'espace Notion justement du projet, le devis qui est sur Pennyline du projet, pour qu'on puisse, voilà, en quelques clics, tous savoir quelles sont chacun d'entre nous les étapes à suivre qui vont être déclenchées suite à la signature de ce nouveau projet, et aussi tout simplement célébrer Mhm. les petites victoires du Bah ouais. quotidien. C'est vrai qu'il se passe plein de choses dans plein d'outils. Nous, on est en full remote, donc on n'est pas toujours dans le bureau Hmm. pour, euh, pour se féliciter. Donc, c'est assez important d'avoir ce canal-là pour centraliser l'information et tous les événements. Ouais, ça, tu fais Et, bien et, de le préciser.
Et pour reprendre un deuxième exemple sur les disponibilités, typiquement dès qu'un de nos freelances vient mettre à jour dans Notion ses disponibilités, il y a une petite notif Slack pour dire tiens, tel freelance est passé de dispo à pas dispo avec les détails qu'il nous a fournis. Pareil, pour que en fait les personnes qui sont pas au quotidien dans l'outil puissent quand même avoir une petite vue de ce qui se passe et réagir si besoin. Qu'est-ce que vous utilisez pour interconnecter les outils? Beaucoup Make Ouais. et Zapier aussi. Mmh. Moi, j'ai une petite préférence pour Make. C'est beaucoup moi qui ai mis en place ça. Et OK. là, depuis 2 ans, je privilégie quand même cet outil-là. Ouais. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont comme toi. Moi, j'aime bien Zapier aussi, mais après, il y a des questions de prix, bon, il y a plein. Puis c'est comme tout, hein, il y a différentes écoles, il y a des préférences. Make, enfin, j'aime bien les deux. En fait, moi, je pense qu'il faut des fois savoir utiliser les deux et pas être trop rigide, mais il faut surtout utiliser l'outil qu'on préfère et qui nous permet de faire ce dont on a Ouais, c'est besoin, clair. quoi. Et après, nous, tu vois, il y a vraiment, enfin, même si je trouve qu'il y a un gros effort de la part de tous les créateurs de software, d'avoir des intégrations et d'aller et ça va dans ce sens-là, on le voit bien. Mmh. Des fois, on est obligé de passer par un outil ou l'autre parce Bien que les sûr. API sont pas absorbés de la même manière, sont pas agrégés. Mmh. On a beaucoup de problématiques vis-à-vis de ça. Et donc, c'est bien, ouais, c'est bien d'avoir, je suis d'accord avec toi, d'avoir tous les outils à dispo et puis on switch C'est en ça, fonction ouais. du besoin. Effectivement, hein, pour revenir à Notion, enfin, on va creuser un peu après le vôtre. Il y a notamment plein de connexions, Notion vers Slack, etc. Mais ça fait rarement vraiment ce que tu veux, je trouve. Ça fait bon des notifs un petit peu génériques, ok, telle page a été modifiée, des choses comme ça. Mais souvent, on a envie quand même de faire sa propre notification, pourquoi Ouais, pas ajouter des petits emojis, des choses comme ça, quoi. je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est un des gros enjeux que j'ai parce que, en fait, comme je te disais, j'ai un peu trois casquettes, donc je passe pas, enfin, j'essaye de pas passer trop de temps Bien sûr, ouais. sur justement ces questions-là et aller droit au but. Mais bon, les notifications, Pipedrive, intégration avec Slack en native, nous, ça nous allait pas parce que on pouvait pas sortir ce qu'on voulait. Et c'est pareil un peu avec Notion. Et donc, en fait, c'est bien pour tester, je trouve. Tu l'actives, tu testes, tu vois si ça marche, tu vois Mhm. si en interne c'est important d'avoir cette information, et après rapidement de passer vers quelque chose en custom, et puis surtout que ça permet aussi, nous il y a souvent une notification Slack, mais on va dire dans le scénario sur Make, il y a aussi pas mal d'autres actions Mhm. qui sont liées à la même chose, et donc euh, ça, je vois pas comment le faire aujourd'hui en natif dans les outils directement, quoi. Bien Même sûr, si ouais. ça s'améliore et ça va dans cette direction. Enfin, Notion, les premiers. Mais j'aime bien ce que tu dis, il faut être pragmatique aussi sur le côté, pas non plus passer son temps dans les outils et tout. Je pense que ça, c'est un peu un écueil. On tous, hein, dans la communauté no code, tu vois, on est un peu passionné par ça, mais je pense que quand on est opérationnel vraiment au quotidien avec son métier, il faut aussi être pragmatique et se dire bon, il y a d'autres choses aussi à faire, et des fois, il y a un peu je sais pas comment le dire mieux en français, mais un peu over-engineering, tu vois, c'est-à-dire de faire des super scénarios, des trucs de fou, mais en fait, bon, le retour sur investissement est un peu... Je suis le premier à être concerné par cet enjeu-là, et c'est bien d'avoir des profils qui sont au quotidien et qui collaborent, qui mettent pas les mains dedans et qui n'ont pas la même envie, parce que ça te ramène aussi sur terre, de dire bah non, en fait l'objectif c'était juste d'avoir la notif, c'est bon. Si au bout de 6 mois on en a marre de voir cet emoji, on fera quelque chose pour en avoir un autre, mais Est-ce qu'il y a d'autres gens justement ça, c'est toujours un petit peu un des enjeux, tu vois, dans une équipe comme ça d'une dizaine de personnes, est-ce qu'il y a d'autres gens qui font des automatisations? Tu vois, ou alors est-ce que c'est un peu centralisé? Est-ce que c'est toi qui dois valider? Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, un commercial dans son coin, il peut se faire sa petite automatisation parce qu'il a un petit besoin, je sais pas, on enfin, va dire que tout le monde peut. Dans les faits, personne le fait. ouais, ok. C'est ce qu'on voit Personne souvent. le fait parce que moi, il y a aussi un peu. En fait, on adapte aussi, comme tu disais, le niveau de qualité aux besoins de l'entreprise. Donc, il y a peu de choses que j'ai fait qui sont très très documentées. À ce stade, Hmm. je sais que c'est pas fou, mais en fait c'est la réalité. Ouais, il faut être Et réaliste. du coup, je préfère presque que les gens de l'équipe me disent bah tiens, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu peux me le faire, parce que moi je vais le faire en 2 secondes, je sais quels sont les outils, Hmm. comment c'est organisé, plutôt que qu'ils passent trop de temps à défricher eux-mêmes. Après, si ça les intéresse, en fait, oui, tout à fait, ils peuvent le faire, mais dans les faits, souvent ça passe par moi aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on constate. En fait, je te pose la question parce que moi, je trouve ça hyper intéressant, mais des fois, je pense qu'on survend aussi un petit peu les outils no-code du fait qu'ils sont
très accessible. On va se dire, ouais, ça y est, que tout le monde va pouvoir enfin créer ses propres outils, etc. Réalistement, déjà, tout le monde n'a pas besoin, tout le monde n'a pas toujours envie. Des fois, ça peut poser des problèmes. C'est un peu dans les grosses boîtes, il y a ce qu'on appelle le shadow IT, donc le département informatique qui se fait un peu déborder sur les côtés. Et des fois, c'est un peu la promesse du no-code, mais il faut aussi, je veux dire, avant de savoir bien utiliser Make, quand même, parce que vous êtes dans un contexte professionnel, bon, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu d'expérience, donc c'est toujours un petit peu cet arbitrage, mais ça dépend aussi des boîtes et puis des besoins, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est là, pour en revenir à notre conversation du tout début, où honnêtement, je trouve que sur un outil comme Make, ça fait pas de mal d'avoir codé un peu avant, parce que Mm. ça permet d'anticiper un peu certaines erreurs, de mieux comprendre aussi des messages qui passent. Bon, je pense que c'est à la portée de tout le monde si on y passe un peu de temps. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours senti qu'il y avait une certaine facilité à voilà, mettre les mains rapidement dans ces outils, quant à la compréhension de comment ça marche derrière, quels sont les concepts en jeu, et c'est vraiment quelque chose qui permet d'accélérer versus faire quelque chose à la main, Ouais, carrément. justement que je ferais pas aujourd'hui, quoi, si on n'avait pas des outils comme ça. C'est ça, et puis nous, on essaie aussi maintenant de distinguer un petit peu le côté euh, créateur dans l'outil. Tu vois, si tu prends un outil comme Notion, il y a la personne ou les personnes qui mettent en place vraiment le workspace, et puis le côté un petit peu end-user, en quelque sorte, c'est-à-dire qui utilise Notion, mais en fait à travers le workspace qui a été fait. Et ça aussi, ça nécessite quand même de comprendre un minimum Notion, pas tout casser ce qui a été fait, avoir un peu, et puis pourquoi pas dans sa partie un peu privée de Notion, bah, se faire ses petites choses, voilà, mais sans avoir la responsabilité du créateur en quelque sorte. Ouais. Mais justement, parle-nous un petit peu de ton espace Notion. Tu disais que vous l'utilisiez beaucoup de manière collaborative, vraiment avec différentes typologie d'utilisateurs, je dirais, puisque vous avez les membres de l'équipe, vous avez votre communauté, peut-être même les clients, accès à un bout, je ne sais pas comment est-ce que vous avez un petit peu déjà réfléchi tout ça. Est-ce que vous avez réfléchi en amont? Est-ce que vous avez fait au fur et à mesure? Tu vois, un peu la méthode de la création de l'espace de travail, quoi. Ouais, bah alors je disais que j'étais le premier employé de Mozza, mais en fait il y a eu Thibaut de Groot qui est passé en freelance sur mon poste avant que j'arrive et qui a commencé cette structuration profonde du workspace Notion, que je remercie toujours de m'avoir onboardé là-dessus, parce que moi j'étais pas utilisateur vraiment de Notion avant Ok. Mozza. En fait, je l'ai découvert à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai été extrêmement séduit par tout simplement le concept des bases de données, la manière dont il l'avait implémenté. Et bah voilà, avec si tu veux mon passé d'ingénieur, en Hmm. fait j'ai vu un peu toute la puissance que ça pouvait avoir, et donc j'ai progressivement construit sur la base qu'il avait créée, en essayant d'appliquer, on va dire, un peu les principes de gestion de base de données. Donc, on a des bases de données pour les principales, les principaux stakeholders de Mozza. Donc, il va y Hmm. avoir Partie prenante. ouais, Hmm. partie prenante. Merci, j'ai cherché le mot. Ceci. Il y a tous nos freelances qui vont être dans une base de données. Il y a une base de données pour toutes les missions qu'on va faire, où dedans on va avoir un espace de collaboration avec le client aussi, un espace pour que le commercial vienne alimenter tout ce qui a été vendu, comment ça doit être fait, etc. Un espace privé pour que les freelances puissent collaborer sur les documents, et des bases de données pour le staffing, donc où on va avoir un lien entre les missions et les membres. Et même quand je suis arrivé, c'était notre CRM côté client aussi. Donc ça, on a décidé après de passer Hmm. dans un outil spécialisé parce qu'il y avait trop d'enjeux. Et c'était Hmm. effectivement, au bout d'un moment, on atteint un peu les limites de la solution à la mano sur Notion, en tout Hmm. cas sur cet aspect-là, Ouais. qui est quand même beaucoup plus mature en termes d'industrie. Euh, Ouais. Ouais, il y a plein de mais sur la CRM sur partie gestion, l'étagère. C'est ouais, dommage de réinventer la roue, quoi. Enfin, c'est ça. Au bout des d'un fois. moment, il y a beaucoup de fonctionnalités qui étaient possibles de reproduire dans Notion, mais pas nécessairement faciles. Et surtout que l'API, il y a 2 ans, n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, et les connecteurs Hmm. aussi. Euh, mais, euh, mais ouais, donc pour en revenir, il y a vraiment toute cette partie gestion de projet qui est gestion de projet, suivi de nos missions, qui est implémentée dans Notion directement avec des grosses utilisations de l'aspect base de données. Ok. Et vous arrivez, par exemple, à peu près à isoler, par exemple, donc j'imagine que donc tu disais il y a une base où il y a toutes les missions, par exemple. Ouais.
faire en sorte que tous les freelances ne voient pas toutes les missions, des choses comme ça, ou je sais pas d'ailleurs, peut-être qu'ils peuvent le voir et que ça pose pas de problème, mais j'imagine que les clients en tout cas non. Non, 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 il y a, il y a effectivement des gros enjeux de confidentialité Ouais. avec des NDA qui sont signés sur pas mal de missions. Et donc, en fait, là, c'est là où effectivement on touche les limites de Notion et où ce que j'aimerais bien faire idéalement ou euh, en termes de gestion des permissions n'est pas possible. Et donc, c'est là où, pour pallier à ce problème-là, on vient ajouter des process à la main. Donc, c'est-à-dire que typiquement, dans un peu le process de lancement d'une mission, on va avoir une action manuelle de partager la page de la mission aux freelances qui vont collaborer dessus. Et eux auront accès à tout le contenu. Et après, en fait, suivant les instants, et à l'intérieur de cette page de la mission, il y a un espace avec le client qu'on va venir partager à la main avec l'équipe côté client. Et donc, voilà, c'est géré de manière vraiment au cas par cas. C'est ça qui va peut-être, dans un premier temps, un peu limiter la scalabilité de la solution, mais en même temps, pour d'autres raisons, dans tous les cas, de toute façon, on a des rituels internes avec les freelances pour lancer une mission où on va faire un appel, enfin une réunion de pré-kick-off pour parler des enjeux, discuter de l'organisation. Et donc, c'est juste une tâche parmi d'autres. Et pour l'instant, on arrive à le gérer à la main sans que ce soit trop chaotique. Ok, ouais, puis c'est ça qui permet de valider le process en quelque sorte. C'est s'il y a un bout à la main, enfin, de le faire, refaire, et puis de bien identifier, ok, bon, bah maintenant, peut-être après, on trouve une solution pour retirer petit à petit les bouts à la main. Ouais, exactement. Mais au moins, on sait que voilà, c'est comme ça qu'il faut. Ça, c'est quelque chose je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé. En fait, c'était avant de passer vraiment sur cette partie opération, j'étais plus dans le quotidien de la gestion des missions et du staffing. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé pour derrière savoir voilà quoi améliorer, quoi automatiser, là où c'était un rêve versus vraiment faisable et ça allait apporter un gain de temps de quelques minutes par jour, mais qui était déjà en fait pas mal quand c'est une action qu'on fait tous les jours. Avoir les mains dedans, le faire sans que ça soit automatisé pendant un certain temps, ça permet vraiment, je trouve, d'être la bonne première étape avant de vouloir vouloir automatiser, parce que ça permet derrière d'être très confiant sur l'impact qu'on va avoir, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc qui est hyper important pour les gens qui font, on va dire, enfin, qui automatisent pour des clients. C'est-à-dire que toi, là, d'abord, tu as vécu le process, et donc ensuite, tu l'as automatisé pour toi-même, en quelque sorte. Tu étais un peu ton propre client, tu t'es Exactement. remplacé par... et ça, je pense que c'est souvent dur pour les gens qui veulent mettre en place d'automatisation chez des clients, d'arriver à bien comprendre ce que le client fait. Donc ça, ça peut être de l'observation, une phase un peu d'audit, mais aussi arriver à bien prioriser les choses, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir bien compris comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour ça que c'est toujours le mieux quand on l'a fait soi-même. Mais sinon, d'arriver à se mettre... parce que sinon, le client, il peut vous dire « Ah bah non, mais je veux automatiser ça en premier » ou ça en premier, sans forcément bien prioriser, parce que peut-être il y a plus de valeur ajoutée, ou il y a un quick win à faire quelque part, avec une petite automatisation à certains endroits. Enfin, voilà, bon, ça, c'est vraiment le taf des consultants, mais je pense il peut y avoir un biais quand il y a deux entités, quoi, quand il y a celui qui fait le process à l'origine et puis la personne qui l'automatise, quoi. Ouais, c'est là où l'écho que tu faisais avec le métier de product manager, je pense qu'il est là. Il y a besoin de comprendre quand même assez dans le détail. Enfin, plus on va pouvoir comprendre dans le détail comment les équipes fonctionnent au quotidien, plus en tant que Ops, on va pouvoir avoir un impact réel, parce que même moi aujourd'hui, il y a des parties du métier des commerciaux que je vois de loin, où des fois je fais un peu le travail de nos UX researchers, que les UX researchers font pour nos clients. Donc vraiment aller faire des entretiens avec eux, ou les suivre en call pour comprendre quelles sont les frictions, et voir ce que moi je peux améliorer avec la vision que j'ai derrière de la data, des outils qu'on a à notre disposition et tout ça. Mais ouais, Ah, c'est non, mais... clair que c'est une partie qu'il faut pas sous-estimer, je pense. Ah non, mais c'est super intéressant, tu vois, justement d'en parler, parce que moi, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue il y a pas si longtemps en réalité. Parce que tu vois, il n'y a pas vraiment d'intitulé de poste pour cette personne qui automatise, tu vois. Enfin, des fois, il y a des boîtes qui s'appellent ça no code engineer, enfin voilà, on avait un peu tout. Et puis, il y a un titre qui s'appelle aussi product builder. Au début, moi, j'aimais pas trop, parce que je trouvais que produit, c'était, bon, je sais pas si tu fais une marketplace, tu vois, ou un truc comme ça, que tu fais un produit un peu public, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je suis quand même arrivé à la conclusion de, tu vois, là, ce qu'on est en train de dire là, que tu as encore souligné une fois,
en fait aussi en interne, c'est-à-dire que ça soit des automatisations, des espaces de travail, on crée aussi des outils, quoi. On crée aussi des outils qui sont des produits. Enfin bon, c'est toujours un peu c'est pour ça d'ailleurs le mot outil, on essaie de pas trop l'employer pour ce que l'on produit, parce que ça fait, sinon on comprend pas, est-ce que c'est l'outil no code ou est-ce que c'est voilà le truc qui permet de gérer les dispos. Et en fait, ce qui permet de gérer les dispos, c'est un produit, quoi, en quelque sorte. Enfin, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais on en a évoqué plein, donc et voilà, et c'est pour ça que finalement, quelque part, ces compétences un peu du X que tu soulignes, en fait, elles sont importantes. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel on va travailler un peu dans nos formations, parce que la technique, c'est bien, mais en fait, il y a toute une partie qui n'est pas technique, en fait, pour arriver à résoudre des problèmes, numériser des process, ou quel que soit le problème que l'on veut résoudre avec ces outils no-code, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, en fait, dans un souci d'efficacité et moi, de mon temps, de passer mon temps là où je vais avoir le plus d'impact, de vraiment se dire systématiquement, bah, est-ce qu'on a un vrai problème avec ça? Typiquement, la question des dispos, on s'était posé plusieurs fois, c'est est-ce que c'est un vrai problème ou pas? Est-ce qu'il faut passer du temps, essayer de trouver une solution, même si en faisant une solution no code, ça va aller plus vite, ça va être élégant, ça va être ceci, cela. Est-ce que il y a vraiment un impact et et quelle est la meilleure manière de le traiter? Parce que des fois, la meilleure manière, c'est pas une automatisation, mais ça va être peut-être Absolument. changer un process en interne, ajouter une étape manuelle qui va permettre de garantir, je sais pas moi, la qualité de la donnée, ou qui va être un prérequis pour pouvoir faire Ouais, une automatisation derrière. ouais, Cette vue-là, carrément. cette transverse, en discutant en fait avec les équipes business régulièrement, je pense qu'on peut l'avoir, voilà, vraiment essayer de comprendre leurs priorités et s'y adapter. Donc, carrément. Dernier point, peut-être une petite question, tu l'as évoqué tout à l'heure, une partie un peu de ton métier qui est un peu autour de la prospection. Est-ce que tu as des exemples peut-être de choses que tu fais à ce niveau-là, ou c'est un vrai Ah, sujet, quoi, enfin. Est-ce que tu ouais, distingues d'ailleurs la prospection de l'acquisition, enfin un peu de tout ce qui est un peu grosse, etc. Ou... Je suis pas du tout un expert sur Euh, le sujet. Mais... ouais, moi non plus, je suis pas un expert, mais en fait, j'ai commencé à mettre les mains dedans progressivement parce que, alors, historiquement, juste pour vous donner un peu plus de contexte, chez Mozza, on a beaucoup de nos projets qui sont venus du bouche à oreille, une grosse majorité depuis la naissance de la boîte. Et bon, la tech a quand même été sur ces 12, 24 derniers mois un peu en crise, beaucoup moins d'argent de la part à dispo pour les entrepreneurs pour financer leurs projets, ce qui fait que nos clients historiques se sont aussi fait un peu plus rares. Mm. Et donc, une problématique assez, on va dire, commune à beaucoup d'entreprises, on va aller chercher s'ouvrir à de nouvelles cibles, dont les grandes entreprises, les PME qui ont des besoins voilà, de devenir plus matures sur leurs enjeux produits. Et ces cibles-là ne nous connaissent pas comme nos cibles historiques Mm. dans la tech. Et donc, il y a tout un enjeu de voilà, créer des audiences, aller les contacter, créer des instances pour échanger avec eux. Ça passe par des actions qui vont avoir un impact plus sur l'inbound, donc sur les actions marketing, et des actions que moi je mettais dans la prospection, là, donc qui sont dans l'outbound, où on va essayer d'aller prendre contact avec eux, d'aller générer des discussions pour voir mieux comprendre leurs besoins, mieux comprendre si Mozza peut y répondre. Et donc moi, c'est passé par typiquement, ça peut aller de voilà, on organise un webinar sur LinkedIn, il y a 600 participants, derrière on a une liste plus ou moins enrichie. Mm. Et on aimerait bien faire un follow-up avec tous ces gens-là, enfin suite à l'événement, leur envoyer un email, leur envoyer des contenus. Comment faire ça de manière la plus efficace possible? Donc voilà, utiliser des petits outils pour aller enrichir la liste, faire un envoi automatique d'une ressource via LinkedIn par exemple, ou via mail. Ça, c'est un peu par là que je suis rentré sur ces sujets. Et depuis quelques mois, en fait, je mets plus les mains dans vraiment de la campagne de prospection outbound, avec du mailing, avec du multicanal. Et il y a ici, là aussi, c'est en fait une industrie, enfin un segment qui est hyper mature, où il y a plein d'outils qui permettent d'automatiser les choses, mais aussi plein de manières de faire des bêtises. Donc c'est Ouais. un peu une découverte, un peu une découverte pour moi, qui est assez intéressante de voir, parce qu'on a vraiment des résultats très concrets aussi là sur un impact business potentiel qui est assez énorme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir conjuguer ça avec le reste des actions que j'ai en interne. Et c'est là où l'utilisation d'outils est vraiment importante, parce qu'en fait, ça te permet d'avoir
de planifier des messages en amont, de les envoyer aux horaires qui sont pertinents et de toi pouvoir te libérer aussi du temps pour faire autre chose à côté. Ouais, non, c'est hyper intéressant et je pense que c'est un truc. Enfin, nous, on a commencé aussi à intéresser à ces choses-là parce que je pense que de toute façon, toutes les boîtes doivent, d'une manière ou d'une autre, s'intéresser à la prospection. Nous, je pense qu'on a un peu trop tardé. Peut-être qu'on a eu aussi un petit peu la même chose que Moza, puis aussi la chance d'avoir une belle marque et d'être au début un peu un des acteurs pionniers dans son milieu. Mais en fait, je pense qu'il faut toujours se soucier de ça aussi, essayer de chercher des milieux parce qu'il peut y avoir des coups durs ou parce qu'il faut aussi toujours un petit peu anticiper la croissance, etc. Mais je pense que c'est aussi difficile. Du coup, le revers un peu de la pièce, c'est que quand tu commences à t'y mettre, t'as toujours un peu peur aussi de faire des choses qui peuvent un peu gâcher ta marque ou de faire des. Il faut être à la fois un peu quand même commercial et un petit peu agressif et en même temps se dire ouais, enfin je sais pas. J'imagine que vous devez avoir un Oui, peu mais ça si, aussi. ça, c'est clair, c'est des enjeux, surtout quand on essaye d'automatiser, on se dit ouais, mais s'il y a un message qui est pas bon, qui part tout Mm. seul, oui, donc c'est pour ça que nous, pour pallier à ça et pour minimiser le risque au maximum, c'est voilà, accepter que ça va prendre du temps parce que c'est pas un one shot, il y a rien de miraculeux, ça va prendre du temps. L'idée c'est de créer des relations. C'est pas parce qu'il y a un message qui est parti il y a 6 mois qui était pas bon qu'il y a pas possibilité de recommuniquer Mm. et d'avoir des audiences qui sont les plus petites et les mieux définies Mm. possibles aussi. Ça aide vraiment. En fait, je pense qu'il y a eu une époque où il y avait possibilité de faire des choses en masse Ouais. vraiment de manière vraiment efficace. Aujourd'hui, moi et les acteurs avec toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger m'ont expliqué que c'était un peu fini et effectivement avec tous les outils à la disposition, toute la Mm. donnée à la disposition aujourd'hui, il y a moyen de faire des audiences très ciblées voilà, de contacter en apportant déjà un peu de valeur, essayer de se démarquer, d'être pertinent par rapport au contexte de la personne avec qui on s'adresse. Et bon, il y a pas de magie, hein. Il y a toujours des gens qui seront pas intéressés, mais quand on commence à avoir des résultats, c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Ouais. Ouais, Et donc, puis il faut pas avoir trop peur, je pense que oui, c'est ça. C'est aussi des fois ce que je me dis, tu vois, c'est-à-dire que bon, le fait d'avoir une marque un peu sympa que les gens apprécient fait aussi contrebalance un petit peu aussi d'éventuels, on va dire, faux pas. Enfin, depuis des fois, on a l'impression qu'on se dit, ouais, bon là, le message peut-être c'est un peu limite. Puis en fait, les gens ne le prennent pas du tout de la même manière que ce qu'on se dit. Enfin, c'est pas évident. Ouais. ça, et certains seront pas intéressés de te connaître, et d'autres vont trouver ça super intéressant, et tu vas taper dans le mille, et voilà, c'est l'objectif aussi. Là, il y a une possibilité de contrôler l'audience à laquelle on s'adresse par rapport à, je sais pas moi, des posts LinkedIn sur un profil où en fait on sait jamais exactement qui va y Ouais, avoir. Et donc en fait nous on fait un mix voilà, d'actions automatisées sur LinkedIn, d'actions de mailing pour essayer progressivement de développer l'audience, de s'élargir à des nouvelles cibles qui connaissent pas Moza et voilà, qui puissent mm, comprendre un peu ce qu'on peut apporter, ce qui est pas toujours facile parce que les métiers du produit sont assez récents, et ouais. dans certains contextes qui sont un peu plus industriels, un peu moins tech, ça parle pas toujours énormément quand on va leur parler du UX design et de recherche utilisateur. Ouais, j'imagine. C'est ce qui souligne généralement qu'ils en ont d'autant plus besoin. Mais écoute, merci beaucoup pour tout ça. Franchement, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Est-ce que c'est quelque chose que vous documentez un peu? Est-ce que vous partagez quelque part sur votre site? Est-ce que bon, souvent on n'a pas toujours le temps, mais tu vois un peu. Est-ce que vous avez un blog? Alors, le site est en pleine mutation. On est passé en plus là maintenant sur Webflow, pour la petite parenthèse, Ok. l'outil qui est Ouais. quand même bien plus facile à administrer que ce qu'on avait avant, qui était tout custom. Et donc, il y a un blog, mais on n'a pas, à ma connaissance, encore trop documenté les Les process ou des choses comme ça. ouais, Ouais. ce qui se passe derrière le rideau. Mais moi, je suis toujours ravi d'en parler et d'échanger là-dessus. Je suis sur pas mal de communautés Slack où j'essaie quand je peux de faire un peu de networking, d'échanger sur ces problématiques-là qui sont au final assez transverses à beaucoup de boîtes qui sont basées sur le digital aujourd'hui. Cool. Bon, déjà, effectivement, ce podcast est une première un peu documentation et c'est sûr que ça prend du temps. Mais moi, j'aime bien, en fait. Moi, j'aime bien lire les coulisses, en fait, des gens et des boîtes et tout. Donc, et voilà, je pense qu'il y a tout ça toujours de la valeur. Mais ça prend du temps, malheureusement. Écoute, merci beaucoup. Si les gens veulent te contacter ou te suivre, plutôt LinkedIn, est-ce que tu es sur d'autres réseaux? Est-ce que LinkedIn, je suis sur le Slack le No Code France de aussi? la France aussi, mais sinon LinkedIn, je serai réactif, pas de problème. Ok.
Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis bon courage et puis on suivra tout ça avec attention ce que vous faites chez Moza. C'est gentil. Merci Alexis encore une Salut. fois et à la prochaine. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.